Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Non, Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc en vue du sommet de l'Alliance Atlantique prévu les 11 et 12 juillet à Vilnius, un conseil de défense est réuni à l'Elysée pour débattre de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Emmanuel Macron y serait favorable dans l'optique d'offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine et de peser sur le conflit et d'encourager Moscou et Kiev à négocier une position qui est assez complexe. Oui, d'un côté, les pays d'Europe centrale et orientale, notamment les pays baltes et la Pologne, qui souhaitent une entrée rapide de l'Ukraine, et de l'autre côté, les Allemands et les Américains, même Joe Biden, qui veulent mettre la pédale un peu plus douce. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Ukraine doit entrer rapidement au sein de l'OTAN, ou est-ce que pour vous, ça peut vite devenir un casus belli avec la Russie? Vous êtes pour, vous êtes contre, on vous attend au 0826 300 300. Et tout, pour l'instant, vous dites non à cette entrée rapide de l'Ukraine à l'OTAN à plus de 95%. Et avec notre invité pour en parler, Jean-Baptiste Noé, est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. 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 Vous êtes rédacteur en chef de la revue Conflit. Avant tout, Philippe Bilger, sujet compliqué. Oui, alors sur ce plan, et Cécile Philippe, comme Françoise, mais peut-être plus modérément parce que je connais moins bien la réalité internationale qu'elle, j'avais eu tendance à considérer qu'Emmanuel Macron, dans son attitude à l'égard de l'Ukraine et de la Russie, en général, méritait une sorte de satisfecit, peut-être pas un enthousiasme absolu, mais tout de même une adhésion forte. Et à partir du moment où il change d'avis et où il semble justifier ce changement d'avis par une argumentation pertinente, en gros, si j'ai bien saisi, c'est peut-être la dernière solution qui existe pour persuader la Russie qu'elle doit venir à la table de négociation, et l'Ukraine qu'elle a aussi intérêt finalement à accepter, malgré l'apparence jusqu'au boutisme de Zelensky, d'y venir. Eh bien, je pense que je leur fais confiance, et peut-être qu'en effet, c'est une chance qu'il faut saisir. Françoise de Gois. Moi, je comprends tout à fait. Pour une fois, qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit d'Emmanuel Macron? Et je continue sur ma ligne de penser que sur ce dossier-là, il ne s'en sort pas si mal. C'est en fait, on va le voir avec notre spécialiste, mais je l'interprète comme plus un signal qu'une réalité, une volonté d'accélérer. C'est le signal qui est envoyé à la Russie pour faire pression sur la Russie, au moment en plus où on le sait, la contre-offensive ukrainienne, elle patine, elle ne fonctionne pas pour le moment. Donc, il y a une volonté, je pense, très forte d'essayer de ramener les deux belligérants à la table des négociations. Et l'Ukraine va s'inviter dans la campagne électorale américaine. Le candidat Kennedy, bien sûr, petit-fils, a fait un discours extraordinaire où il explique que son père disait toujours, après la crise des missiles de Cuba, il ne faut jamais jouer avec des gens qui possèdent l'arme nucléaire et mettre une ou l'autre de ces personnes dans une situation de l'utiliser contre une retraite humiliante. Et je trouve que c'est extrêmement subtil, c'est très fort. Je vois tout à fait ce que veut faire Paris. Ça me choque pas outre mesure. Pression sur la Russie et pression sur Zelensky, qui lui-même a reconnu aujourd'hui que l'adhésion pour l'OTAN ne pourrait pas se faire avant la fin de la guerre. Mali Seydi. Moi, j'ai juste peur que cette pression sur la Russie est un effet contraire. J'ai peur que justement Vladimir Poutine le prenne comme un affront. Je crois pas. Comme une provocation, c'est que des déclarations. Comme une provocation, absolument. Et j'ai peur que ça soit ça. Et que ça ne les fasse pas du tout reculer en arrière. En tout cas, je ne suis pas sûr que cela suffise à Vladimir Poutine pour entrer en négociation. Jean-Baptiste Noé, vous êtes notre invité, notre expert, rédacteur en chef de la revue Conflit. Là, on va faire rentrer des anciens pays neutres comme la Suède dans l'OTAN. On a déjà fait rentrer les pays du pacte de Varsovie, notamment les pays baltes. Faire rentrer carrément une ex-république soviétique, est-ce que pour vous, ça risque pas de mettre beaucoup d'huile sur le feu? La question, c'est pourquoi faire rentrer l'Ukraine? C'est-à-dire, quels sont les objectifs? Et à partir du moment où les objectifs auront été fixés, on pourra voir si cette entrée est pertinente ou non. Il y a au moins deux objectifs qui sont partagés par les acteurs européens. D'abord, c'est de trouver une solution au conflit actuel. Une solution, alors après, chacun a son idée de la solution, mais enfin, en tout cas, arrêter la guerre telle qu'elle se déroule actuellement. Et ensuite, établir un système d'arc de protection pacifique en Europe centrale pour que le conflit ne redémarre pas. Donc assurer la paix à court terme et assurer la paix à long terme.
Et ça, c'est les objectifs partagés par les uns et par les autres. Et la question, c'est de savoir si l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN est la meilleure manière d'aboutir à ces deux objectifs. Et ça, pour une paix à long terme, probablement, ça peut être une solution. Pour une paix à court terme, c'est un peu plus compliqué. D'autant que, normalement, lorsqu'un pays membre de l'OTAN est attaqué par une puissance extérieure, tous les autres pays membres de l'OTAN ont l'obligation de lui venir en aide. Bien sûr. Et la question qui va se poser, c'est si l'Ukraine entre dans l'OTAN en cours de match, pourrait-on dire, en cours de conflit, est-ce que va s'appliquer cette prérogative qui fait qu'elle aura le soutien plein et entier de l'OTAN, qui est déjà un peu le cas, mais enfin, on n'est quand même pas dans un soutien complet. Et ça, c'est un vrai sujet dans la question des négociations pour entrer dans l'OTAN. Mais Jean-Baptiste, moi, Jean-Baptiste Noé, je redis qu'il me semble que c'est une stratégie diplomatique de la part de l'Élysée. On sait qu'il y a eu un conseil de défense entre ce que on envoie, que Paris envoie comme signal et la réalité de ce qui va se passer. Il y a un gap. Et deuxième point, même Zelensky a reconnu aujourd'hui que l'entrée dans l'OTAN ne pourrait pas se faire avant la fin de la guerre. Donc, de quoi parle-t-on exactement? Vous n'êtes pas d'accord sur une stratégie diplomatique de haute intensité pour faire reculer la Russie, plus que pour la réalité de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN? Jean-Baptiste Noé. Si, tout à fait, c'est une manière effectivement de faire pression sur la Russie, peut-être de mettre ça aussi en balance dans les prochaines négociations. C'est-à-dire que dans la sortie de crise, dans la sortie du conflit, il y aura ce paquet-là qui sera l'objet d'une négociation. C'est-à-dire à quelle échéance on fait entrer l'Ukraine, est-ce qu'on la fait rentrer tout de suite ou non. En tout cas, ce sera un élément qui permettra aux diplomates d'avoir un objet de négociation, d'autant que pour qu'un État soit membre de l'OTAN, il faut l'unanimité. Donc il suffit d'un seul État membre qui refuse, et on a vu que la Turquie était très réticente à l'égard de la Suède. Et il suffit d'un État membre qui refuse pour que l'État ne puisse pas entrer dans l'OTAN. Donc ça sera aussi un objet de négociation interne à l'OTAN. Voilà, donc c'est plutôt pas mal joué ou pas? Moi, c'est pas mon genre de dire du bien d'Emmanuel Macron, mais est-ce que du point de vue de Paris, ça n'est pas joué, peut-être complexe, mais subtilement et plutôt bien joué ou pas? On verra le résultat final. J'attendrai le résultat final. En sachant que quand même, sur les questions de l'OTAN, c'est quand même les États-Unis qui décident, et à la fin, c'est eux qui décideront de ce qu'il faudra faire. Vous pensez que Macron a bien joué? Vous pensez qu'il a mal joué? Appelez-nous au 0826 300 300. Mais Joe Biden recule un petit peu sur cette position, en fait, finalement, d'accueillir l'Ukraine dans l'OTAN. Oui, exactement. La position de Joe Biden est un peu surprenante, parce qu'au début du conflit, c'était plutôt sur une position assez offensive d'intégration. Après, c'est un phénomène qu'on connaît très bien en négociation diplomatique. Il faut toujours qu'il y en ait un qui joue le bon copain et l'autre le mauvais copain. Donc, celui qui va être très vindicatif et celui qui sera davantage dans la retenue. Donc, ça fait partie aussi de ce jeu diplomatique. Est-ce qu'au fond, vous accepteriez l'idée que cette intégration possible de l'Ukraine dans l'OTAN est enfin la seule possibilité sérieuse de régler le conflit entre la Russie et l'Ukraine, alors qu'on espérait quelque chose des plans antérieurs? Par exemple, il y a eu indonésien, il y a eu chinois, c'est resté totalement lettre morte. Est-ce qu'enfin c'est une véritable opportunité, à votre avis? Alors, pour l'Ukraine, c'est une sécurité. Savoir qu'ils intègrent l'OTAN, c'est l'assurance de ne plus être attaqués par la Russie. Donc, indubitablement, pour Zelensky, c'est une sécurité. Il pourrait présenter ça aussi comme une victoire. Après, la grande question, ça va être la négociation des territoires perdus par l'Ukraine, ou à l'inverse, des territoires gagnés par la Russie. Pour l'instant, l'Ukraine veut tout récupérer. On voit bien qu'avec l'échec de la contre-offensive, pour l'instant, ça va être compliqué. Donc là, ça va être un deuxième élément de négociation. Quels sont les territoires que les Ukrainiens vont accepter de perdre? C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'ils veulent récupérer la Crimée. Voilà, ça, on a bien compris. Moi, j'essaie maintenant dans cette guerre, il y a le très méchant et il y a les gentils. C'est binaire une guerre, hein, donc il y a le très méchant et ça, tout le monde est d'accord. Vladimir Poutine. Après, je me mets du point de vue russe. La Russie est un pays que j'aime beaucoup, que je connais bien à peu près. La Russie a toujours développé ce syndrome de la forteresse assiégée, c'est-à-dire c'est un pays sans frontières, avec des frontières extrêmement instables, notamment, je pense au sud, au Caucase, mais pas simplement.
simplement, du point de vue de Vladimir Poutine et du point de vue même de l'opinion publique russe, est-ce qu'il est acceptable que l'Ukraine appartienne à l'OTAN? Est-ce que c'est acceptable aujourd'hui, demain, voire après-demain? Moi, je crois que non, hein, honnêtement. Et c'est pas une question de Poutine ou pas Poutine. Je pense que c'est un sentiment qui est millénaire chez les Russes de sécuriser leurs frontières. Est-ce que c'est acceptable? Moi, je crois que non. Jean-Baptiste Noé. Vous avez raison, d'autant que un des arguments de l'attaque des Russes en mars 2022, c'était de dire que les États-Unis leur avaient promis que jamais l'Ukraine n'entrerait dans l'OTAN en 1990 et qu'ils étaient sur le point de le faire. Alors, il y a débat pour savoir s'ils avaient promis ou non. A priori, non, ils ne l'avaient pas promis. Mais en tout cas, ça a été un élément du casus belli. Et c'est ensuite dans la négociation, vous avez raison, où là, peut-être que ça pourrait être un enjeu dans la négociation territoriale en disant bah oui, l'Ukraine entre dans l'OTAN, mais en échange, on reconnaît la souveraineté de fait sur la Crimée et sur une partie des territoires qui sont aujourd'hui tenus par l'armée russe. Et finalement, ça serait une manière que personne ne perde complètement la face et que tout le monde puisse dire qu'il a gagné un petit quelque chose. Une puissance qui ne serait pas humiliée. Quels seraient les obstacles justement dans ce processus d'adhésion? Pourquoi l'Ukraine pourrait ne pas rentrer? Ce serait quoi les chefs d'accusation entre guillemets, hein? Alors, les motifs, pardon. Le principal problème, c'est ce que les Américains appellent la conformité. C'est-à-dire qu'il faut que l'armée ukrainienne soit une armée OTAN. Et il faut également qu'il y ait des conformités en matière de lutte contre les corruptions, en matière de conformité également de pratiques d'armes, de pratiques de combat. Donc ça peut prendre du temps, mais étant donné la situation militaire interne de l'Ukraine, ces questions de conformité sont difficiles. C'est pas quelque chose qui peut se faire facilement, même s'il peut y avoir des dérogations. Donc, il pourrait y avoir une adhésion peut-être à court terme, ensuite une mise en conformité beaucoup plus longue, mais ces systèmes OTAN sont complexes à mettre en place et c'est difficile de le faire avec une armée qui est en train de se battre et qui n'a pas non plus les mêmes règles anticorruption que les autres armées en Europe. Est-ce que c'est pas le bal des hypocrites et des faux culs, objectivement, Jean-Baptiste? Nous savons tous très bien, on a voyagé, on connaît l'Ukraine, on sait très bien que l'Ukraine, depuis des années, n'est pas sous administration américaine, je ne peux pas aller jusque-là, mais elle est conseillée par les Américains. Je veux dire, il y a même eu des révolutions qui étaient organisées en Ukraine. Quelles que soient les portes auxquelles vous tapez dans les grandes administrations, dans toute la superstructure de l'État, évidemment que c'est les conseillers de la Maison-Blanche qui fonctionnent. Donc elle est déjà presque quasiment, pas vassalisée parce que ce mot est trop fort, mais sous influence américaine adoubée, depuis tant d'années. Et tant d'années, on est bien d'accord. Oui, vous avez raison. Et puis d'ailleurs, Joe Biden, via son fils Hunter Biden, avait des intérêts assez importants en Ukraine. Avec ce qu'on sait, les armées anglaises et ukrainiennes et américaines ont largement formé l'armée ukrainienne avant le conflit. Donc c'est vrai que, au moins pour la partie ouest, c'est une région qui est dans le giron américain depuis plusieurs années. Et 0826 300 300 avec une réaction de Gérard. Gérald. Pas de souci. Oui, donc moi je suis, comme 95% de vos éditeurs, je suis évidemment contre le fait que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. C'est une énième provocation face à la Russie. Hein. De plus, comme le pays est en guerre, et en plus c'est le plus corrompu du monde, je ne vois pas de quelle manière... Non, il y a plus corrompu encore que l'Ukraine, hein, Gérald, croyez bien. Croyez bien. Bien corrompu, j'en doute bien, en Europe on va dire. Le pays le plus corrompu en Europe. C'est un pays qui n'est pas stable politiquement, puisqu'il faut savoir que l'année prochaine, il va y avoir des élections présidentielles qui vont arriver et Zelensky peut-être ne sera plus élu et sera remplacé par qui? Peut-être par son adjoint actuel. Non, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Sarkozy disait ça. Il disait, je suis plutôt d'accord avec lui, moi je dis que je suis plutôt d'accord avec lui, l'Ukraine est un pont entre la Russie et l'Europe. Tout comme la Turquie l'est avec nous, avec les autres pays. L'Ukraine, elle doit rester neutre. Il faut accepter que dans ce pays, il y ait des russophiles et des Ukrainiens. Et il faut que l'Europe intervienne uniquement dans le but de paix et de négociation. Il faut que l'on trouve des accords commerciaux et de diplomatie, encore une fois, avec la Russie. On en avait eu par le passé et aujourd'hui ça nous porte préjudice, notamment sur les sanctions que nous leur avons données. Si l'OTAN pousse l'Ukraine dans ses bras, il est certain que cela aura des conséquences beaucoup plus graves qu'aujourd'hui et les pro-ukrainiens n'auront plus que leurs yeux pour pleurer et leur regret de complaisance. Moi c'est ce que je pense. Peut-être une réaction, Jean-Baptiste. Oui, c'est un élément qui est, d'ailleurs qu'on voit bien, qui est discuté, qui ne fait pas l'unanimité en Europe et au sein de l'OTAN.
c'est quelque chose qui ne va pas de soi, en tout cas, et qui fait l'objet d'une véritable discussion. Et on verra lors du prochain sommet qui se tient début juillet où en est l'état de la réflexion sur cette intégration. Les pays d'Europe centrale, la Pologne, les États baltes par exemple, aujourd'hui, quel regard ils portent sur cette adhésion ? Alors eux ils sont tout à fait favorables parce qu'ils ont un tropisme très anti-russe. Il faut dire qu'ils ont été quand même envahis à plusieurs reprises par les Russes. Donc on peut les comprendre, et ils sont sur la ligne la plus en faveur de l'intégration de l'Ukraine, justement pour se protéger d'une éventuelle attaque russe. Et eux sont persuadés que ce qu'a connu l'Ukraine, ils pourraient le connaître à un moment donné. Mais c'est quelque chose qui est présent depuis plusieurs années. Déjà, il y a 10 ans, les pays baltes craignaient une arrivée de l'armée russe. Donc c'est quelque chose qui est très présent dans leur pensée, qui fait partie de leur réflexion stratégique. Françoise Legoy veut réagir. Il y a bien sûr l'art de la guerre de Sun Tzu que tout le monde connaît, mais il y a une phrase qu'un historien japonais me donnait à Tokyo. Il disait: qu'est-ce que c'est la philosophie des samouraïs? C'est n'humilie jamais ton adversaire. Et je trouve que c'est une philosophie éternelle, et que là on est vraiment sur un fil je reprends vraiment cette idée de John Fitzgerald Kennedy: ne jamais pousser une puissance nucléaire active, un grand pays, à une retraite humiliante. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de se jouer au fond, et que finalement, je le redis, la stratégie de Paris et des États-Unis, bad cop, good cop, finalement, c'est de la dentelle, et que c'est finalement par la dentelle qu'on va arriver à sortir de cette boucherie. Jean-Baptiste. Oui, puis il ne faut pas que la paix future amène de futures guerres. Donc ça va être aussi tout l'enjeu de cette paix. C'est vrai. Il ne faut pas que ce soit une paix à la Première Guerre mondiale, où on a eu une guerre à nouveau 20 ans plus tard. Et donc là, ça va être un vrai enjeu de sécurisation nationale et européenne pour au moins une génération. Oui, enfin, on ne peut pas mélanger le traité de Versailles qui contient les germes en lui-même de la Seconde Guerre mondiale et ce qui peut se passer quand même entre l'Ukraine et la Russie. Vous êtes d'accord que c'est pas la même échelle quand même, non? Allez, 10 secondes. Oui, tout à fait. Ce que je veux dire, c'était l'importance d'avoir une paix durable et pas d'avoir une paix qui engendre une guerre au bout de quelques années. Okay, merci beaucoup Jean-Baptiste Noé de nous avoir éclairé sur ce sujet, rédacteur en chef de la revue Conflit. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Gérald est toujours avec nous, 0826 300 300, et vous, si vous voulez réagir forcément sur un sujet, on vous attend. On fait une petite pause et on revient dans quelques minutes. À tout de suite.